L'algèbre moderne a été inventée par Viette vers 1590. Je vous l'ai déjà raconté, on ne va pas recommencer tout de même. Vous vous souvenez que la nouveauté résidait dans la manipulation formelle des symboles, mais pas dans les notations ni la facilité de lecture. L'écriture de Viette ressemblait très peu à la nôtre. Non, l'acte de naissance de l'algèbre telle que nous la connaissons se trouve dans les premières pages de la géométrie de Descartes, presque 50 ans après Viette. Descartes note des lignes géométriques par des lettres et combine ces lettres entre elles. A plus B, A moins B, AB pour les multiplier, A sur B pour diviser A par B, AA ou A2 pour multiplier A par lui-même, A3 pour multiplier encore une fois par A, ainsi de suite. Tout comme nous. Ou presque. Le signe égal est une espèce de signe infini pas fini. Mais à part cela, Descartes écrit des équations que nous pouvons lire. Le début de l'alphabet A, B, C sert à noter les quantités connues. La fin, X, Y, Z, les inconnus. Souvenez-vous, pour Viette, les inconnus étaient les voyelles. Alors, que s'est-il passé entre 1590 et 1637, date de publication de la géométrie de Descartes? Eh bien, au début, pas grand-chose. Viette avait écrit en latin, qui n'était déjà plus compris que des savants. En plus, ses publications à compte d'auteur avaient été tirées à un petit nombre d'exemplaires. Et puis, il n'avait pas publié tout ce qu'il avait prévu. Certains de ses successeurs ont commencé par traduire du latin au français. 2 traductions sont parues la même année, 1631, chaque traducteur accusant l'autre de ne pas connaître le latin et de n'être pas fidèle à l'original. Et puis même traduit, Viette restait difficile à comprendre. Alors le travail pédagogique d'interprétation et d'explication a commencé. Je vais vous montrer 2 exemples. Un Écossais, Hume, publie en 1636 cette algèbre de Viette, d'une méthode nouvelle, claire et facile, par laquelle toute l'obscurité de l'inventeur est ôtée et les termes pour la plupart inutiles changés en les termes ordinaires. Le programme est clair. Effectivement, s'il n'y a pas de vraie nouveauté, il y a eu au moins une tentative de rationalisation des notations. Les variables sont des lettres majuscules qui peuvent être affectées à gauche par un nombre ordinaire, à droite par un chiffre romain indiquant la puissance. Par exemple, dans l'encadré bleu, vous lisez 2a puissance 2 moins 4b puissance 4. 2 ans auparavant était paru le cours de mathématiques de Pierre Erigone en 5 volumes. On ne sait pas grand-chose sur l'auteur, sauf qu'il était d'origine basque et qu'il vivait à Paris dans les années 1630. Son cours mathématique est extrêmement original. Déjà, il est écrit dans les 2 langues, latin et français. Ce n'est que pour mieux souligner que l'ambition de l'auteur est précisément de se passer des langues. Vous le voyez, le cours se veut démontrer d'une nouvelle, brève et claire méthode. Mais surtout, par notes réelles, c'est-à-dire par symboles universels, qui peuvent être compris facilement sans l'usage d'aucune langue. C'est la première tentative mathématique de langage universel, ce qui va devenir une des grandes affaires du siècle jusqu'à Leibniz. L'algèbre de Viette est traitée dans le volume 2. Les notations sont encore différentes. Le signe moins est en forme de vague et le signe plus n'est pas symétrique. Mais surtout, les lettres sont des minuscules et les exposants les suivent. En quelque sorte, les formules sont écrites comme nous les lisons. Dans l'encadré bleu, vous lisez A3 moins A2B, comprenez A au cube moins A au carré fois B.
ajouté à 2a3 plus ab2, cela donne bien 3a au cube moins a2b plus ab2, comme il l'écrit. Comme vous le constatez, aussi bien Hume que Erigon proposent des intermédiaires entre les notations de Viette et celles de Descartes. Bien, mais tout cela se passait à Paris. Viette n'était-il donc pas connu à l'étranger? Si, au moins en Angleterre. William Oughtred est celui qui a inventé la règle à calcul. Peu de temps auparavant, il avait écrit La clé des mathématiques, livre dans lequel il incluait la résolution des équations selon Viette. Mais comme il n'y a pas de vraie nouveauté par rapport à Viette, et puisque je vous parle d'Oughtred ailleurs, on va plutôt s'intéresser à un autre livre, paru la même année, lui aussi écrit en latin. La pratique de l'art analytique pour résoudre les équations algébriques par une méthode neuve, rapide et générale. C'est un ouvrage posthume parce que l'auteur était mort 10 ans auparavant. L'auteur le voici, ou pas. Ce portrait que l'on trouve un peu partout sur le web figure sous son nom au Trinity College d'Oxford. Thomas Harriot apparaît dans les registres d'Oxford pour l'année 1577. Le problème est l'inscription que vous voyez en haut à gauche. Elle dit que le tableau a été peint en 1602 et que le modèle a alors 37 ans. Et ce modèle serait donc né en 1570. Ce qui fait un peu jeune pour être étudiant à Oxford 7 ans plus tard et partir en expédition en Amérique 15 ans plus tard. Et oui, parce que Thomas Harriot est parti en 1585 pour ce qui était encore un nouveau monde à découvrir. À son retour, il a rédigé ce bref et véridique rapport sur la terre nouvellement découverte de Virginie. Le rapport est destiné aux aventuriers, aux hommes d'action désireux d'habiter et cultiver cette nouvelle terre. Harriot s'y présente comme le serviteur de Walter Raleigh. Après ses études à Oxford, Harriot avait effectivement été embauché par Walter Raleigh, à qui il servait de secrétaire, astrologue, comptable, accessoirement prof de maths et spécialiste de navigation et d'astronomie. Ce Walter Raleigh était un homme riche, influent et entreprenant. Plutôt bel homme aussi, comme vous le constatez. Dans les années 1580, il a financé 4 expéditions de colonisation vers le Nouveau Monde. Et il faut dire qu'une vingtaine d'années auparavant, des Huguenots français avaient déjà tenté l'aventure dans le sud des États-Unis actuels. L'expérience était très mal terminée. Mais parmi les quelques rescapés figurait un peintre, Jacques Lemoine, dont les œuvres avaient enflammé les imaginations. Inspiré par les récits des Français, Raleigh décide de tenter à nouveau l'aventure. La reine Élisabeth Ier lui accorde un privilège sur les profits éventuels de ses expéditions. Et la moindre des choses est donc de nommer la nouvelle terre en son honneur. Et comme Élisabeth se voulait la reine vierge, mariée seulement à son peuple, la nouvelle terre sera baptisée Virginie. 4 voyages ont eu lieu, avec des succès divers. Harriot est du second voyage et il reste 1 an dans la nouvelle colonie. Il explore, cartographie et surtout il apprend la langue des indigènes. Retenant la leçon des Français, un aquarelliste de talent était joint à l'expédition. Il s'appelait John White et il est l'auteur des images qui vont illustrer le récit de Harriot. Je cite la traduction française de 1590, richement illustrée par des gravures inspirées de White. Le rapport commence par une énumération de toutes les richesses potentielles
agricoles et minières. Il y a en particulier cette graine que ceux de l'Inde occidentale nomment maïs et qui moulu donne une belle farine blanche, de laquelle on fait du fort bon pain. Et avec l'aide du houblon, on pourrait en brasser de fort bonnes bières. Il y a aussi cette herbe qui se sème d'elle-même, que les habitants appellent upowok et que les Espagnols nomment ordinairement tabaco. Des feuilles d'icelle séchées et mises en poudre, on s'en sert à prendre la fumée, la tirant par la bouche hors de petits tuyaux faits d'argile. Car elle tire de l'estomac et de la tête les flegmes superflus et autres grosses humeurs, ouvre les pores et conduit du corps. Bref, une plante médicinale du plus haut intérêt, bénéfique à la santé de tout un chacun. Mais tout n'est pas aussi divertissant dans le récit de Harriot. Au travers de sa naïveté transparaît la catastrophe démographique qui s'annonce. En peu de jours après notre départ d'Éditheville, le peuple commençait à mourir bien fort. Et en peu de temps, dans certains villages, 20, dans d'autres 40, 60, voire jusque à 120, ce qui était certes beaucoup au regard de leur petit nombre. Selon ce que nous avons entendu, cela n'arrivait qu'aux endroits où nous avions été, où on avait fait quelques pratiques contre nous, et après un certain temps. Ils furent persuadés que c'était un ouvrage de notre Dieu, provoqué par nous, et que par lui nous pouvions tuer et frapper ce que nous voulions, sans armes et sans les approcher. Ce merveilleux accident engendra si étrange opinion de nous en tout le pays que quelques peuples ne savaient que dire ou penser si nous étions Dieu ou hommes, et principalement parce que tout le temps de leur maladie, il n'y eut point un seul des nôtres qui mourut ou qui fut fort malade. Ils remarquèrent aussi que nous n'avions point de femmes avec nous, et que nous ne nous soucions d'aucune des leurs. C'est pourquoi quelques-uns étaient d'avis que nous n'étions point nés de femmes, et pour cela point mortels, mais que nous étions des hommes d'une vieille génération d'il y a longtemps, ressuscités pour être immortels. La colonie financée par Raleigh en Virginie n'a pas réussi à s'implanter durablement. Cela ne l'a pas découragé de tenter d'autres aventures. Et malheureusement pour lui, le successeur d'Élisabeth Ier, Jacques Ier, était beaucoup moins persuadé de l'intérêt de la colonisation et encore moins de certaines coutumes nouvelles ramenées de là-bas. Cela nous vaut ce tout premier pamphlet anti-tabac de l'histoire, intitulé « Une riposte contre le tabac », et adressé par le nouveau roi à l'ensemble de ses sujets, d'Angleterre, d'Irlande et d'Écosse. Pour vous donner une idée du ton, voici la dernière phrase. C'est une coutume répugnante pour la vue, haïssable pour l'odorat, nocive pour le cerveau, dangereuse pour les poumons, dont la fumée noire et puante ressemble à celle du puits de l'enfer, qui est sans fond. Au vu de cette caricature de James Gilray 2 siècles plus tard, quelque chose me dit que les arguments du roi Jacques Ier n'ont pas vraiment convaincu. Quant à Harriot, il est mort d'un cancer de la bouche, maladie typique du fumeur, mais on ne sait pas s'il l'était. Si c'était le cas, Harriot aurait l'honneur d'être une des premières victimes européennes du tabac. Cela ne ferait qu'une première de plus à mettre à son actif. Bref, si on en revenait aux mathématiques, ce n'est qu'après son retour d'Amérique et la publication de son rapport que Harriot commence à s'occuper vraiment de science. Il continue à travailler pour Raleigh, mais devient aussi le protégé de Henry Percy, un noble, connu comme mécène des sciences et des arts. Et le roi Jacques Ier n'était pas seulement hostile au tabac, mais aussi à Raleigh et Percy,
accusé d'avoir trempé dans une conspiration contre lui. Les deux sont emprisonnés pour de longues années et Raleigh finira par être exécuté. Harriot prouve son innocence après 1 mois de prison seulement et il rend régulièrement visite à ses 2 patrons à la Tour de Londres. En une vingtaine d'années, entre 1590 et 1610, Harriot développe une activité scientifique impressionnante. Il apprend l'algèbre de Viette. Il correspond avec Kepler. Il découvre la trajectoire elliptique des comètes à l'occasion du passage de la comète de Halley. Il construit et vend des lunettes astronomiques. Il dessine la Lune et découvre les taches solaires avant Galilée. Il découvre la loi de réfraction de la lumière avant Descartes. Mais il ne publie rien. À sa mort, il laisse quelques 4000 feuilles manuscrites, dont seulement quelques centaines ont été éditées. Selon Jacqueline Stedall, qui a édité les manuscrits d'algèbre de Harriot, la pratique de l'art analytique, publiée 10 ans après sa mort, ne lui rend pas justice. La vision que Harriot avait de l'algèbre de Viette était plus ordonnée et plus novatrice que ce que ce livre en fait apparaître. Mais tout de même, rien qu'aux notations, on voit bien que Harriot ne se contente pas de recopier Viette. Seuls les signes pour strictement supérieur et strictement inférieur nous sont restés. Le signe égal existait depuis 1557. De toute façon, ce qui a été imprimé n'est pas ce que Harriot avait écrit. Voyez cet extrait d'un de ses manuscrits. Chaque signe égal a 2 petits traits entre 2 barres parallèles. Regardez par exemple l'équation dans l'encadré bleu. Le premier membre est le produit de BC moins A carré, qu'il écrit AA, par DF moins A carré. Harriot développe le produit qu'il égale à 0 répété 4 fois pour des raisons d'homogénéité. Groupez tous les termes d'une équation au premier membre pour que le second membre soit nul. De nos jours, c'est le b.a.-ba de l'enfance de l'art algébrique. De même, observez qu'un produit de 2 facteurs s'annule si et seulement si l'un des 2 facteurs est nul. C'est une des premières choses que l'on apprend. Eh bien, au moment où Harriot écrivait, c'était une véritable innovation. Pour sûr, ce n'était pas le cas un siècle plus tard. Regardez la date du décès de John Wallis, exactement un siècle après Viette, qui est mort en 1603. En 1685, à presque 70 ans, Wallis rassemble son traitement pédagogique de l'algèbre dans un traité magistral. Le traité se veut à la fois historique et pratique. Il montre le progrès et l'avancement de la discipline et par quelles étapes elle a atteint les hauteurs où elle est actuellement. Wallis fait la part belle à Harriot, à qui il consacre de nombreuses pages, au point d'accuser carrément Descartes de plagiat. Voici un court extrait. Monsieur Harriot, dans son traité posthume d'algèbre, varie sensiblement de la méthode de Viette et Oughtred. Il a apporté de nombreuses améliorations à cet art et a posé les fondations sur lesquelles Descartes, qui ne le nomme pas, a construit la plus grande partie, sinon la totalité, de son algèbre ou géométrie. Sans Harriot, je doute que toute la structure cartésienne eût jamais existé. À l'appui de ces accusations, Wallis rapporte une conversation entre Cavendish et Roberval qu'on ne peut pas accuser d'être anti-français. J'admire, dit Roberval, cette idée qu'a Descartes de rassembler toute l'équation d'un côté pour annuler l'autre membre. C'est parce que vous êtes français, répond Cavendish. Si vous étiez anglais, vous ne l'admireriez pas. Ah bon? Et pourquoi donc?
Parce que nous, en Angleterre, nous savons que cela nous vient de l'algèbre de Harriot. Quel est ce livre dit Roberval, je ne l'ai jamais vu. Prochaine fois que vous viendrez me voir, je vous le montrerai. C'est ce qui arriva. Et en le parcourant, M. Roberval s'exclamait avec admiration « Il l'a vu, il l'a vu !» Il trouvait chez Harriot tout ce qu'il avait admiré chez Descartes, et ne doutait pas que Descartes l'ait tiré de là. Le problème de cette histoire, c'est que Wallis la tient de John Pell, comme il dit lui-même. Or, Pell a une dent contre Descartes depuis 1646. De plus, Pell a eu accès non seulement aux livres posthumes de Harriot, mais surtout à ses manuscrits, qui vont beaucoup plus loin que le livre. Enfin, Roberval était loin d'être impartial, il s'était longtemps montré un adversaire obstiné de Descartes. Au bilan, Wallis, pour s'être montré un partisan un peu trop zélé de Harriot, et avoir fait confiance à Pell un peu trop à la légère, y perd beaucoup de sa crédibilité. Voici ce qu'on lit dans l'introduction du manuel d'algèbre du père Prestet. C'est la seconde édition parue en 1689. Ce n'est que sur de vaines conjectures ou par un mouvement d'envie que des gens ont voulu faire croire de son vivant même que Descartes avait tiré sa méthode des autres, et particulièrement d'un certain Harriot anglais, qu'il n'avait jamais lu comme il le déclare dans une de ses lettres. Et lorsque M. Wallis, un peu trop jaloux de la gloire que la France ait acquise dans les mathématiques, vient renouveler cette accusation ridicule, on est en droit de ne le point croire, puisqu'il parle sans preuve. Bon, tout cela n'a guère d'importance, si ce n'est de montrer à quel point l'outil algébrique, qui nous est si familier, a été vu pendant un bon siècle comme un progrès important, certes, mais d'acquisition difficile. Pour vous en convaincre, voici un exemple des précautions que prennent Wallis en 1685 et Prestet en 1689 pour expliquer seulement comment ajouter deux formules littérales. Chez Wallis, ceci vient après plusieurs autres exemples à base de vaches et de moutons. Si à 3 heures, nous ajoutons 2 demi-heures, nous ne pouvons pas dire que la somme est 5 heures, ni 5 demi-heures, mais 3 heures et 2 demi-heures. C'est vrai, nous pouvons dire que cela fait 4 heures, mais ceci à condition de savoir par ailleurs que 2 demi-heures font 1 heure. Comme vous le voyez au-dessous, Wallis multiplie les exemples élémentaires sous forme de tableaux. Il procède de même pour la différence, puis pour le produit, puis pour le quotient. Et maintenant, Prestet. Pour ajouter A moins B et B plus C, on écrit A plus C, sans écrire aucun B, parce que plus B moins B n'est rien. Mettons 1000 écus dans une bourse vide et ôtons-les. La bourse n'aura rien, etc., etc. Franchement, vous l'auriez cru, vous, que c'était aussi difficile d'ajouter A moins B et B plus C ? En tout cas, un demi-siècle plus tard, l'algèbre de Viette et de Descartes semble être entrée dans les mœurs, sinon dans les têtes. Tout au moins si on en croit ce poème adressé par Voltaire à Émilie du Châtelet. Sans doute, vous serez célèbre par les grands calculs de l'algèbre où votre esprit est absorbé. J'oserais m'y livrer moi-même, mais hélas, A plus D moins B n'est pas égal à je vous aime.